Bienvenue dans la saison 2 de Conversation, le podcast de Space. D'abord, un tout grand merci. Vous avez été nombreux à nous écouter, à partager et à réagir à la première saison. Et franchement, ça fait chaud au cœur. Alors on est de retour avec toujours la même envie, tendre le micro à celles et ceux qui façonnent le monde des médias, annonceurs, agences, régies, experts, pour échanger, apprendre et s'inspirer. Parce qu'au fond, c'est ça qui nous anime chez Space. Créer du lien, oser voir plus loin et grandir ensemble. Connect, Dare, Grow. Conversation, le podcast qui connecte le monde du média en toute décontraction. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Conversation, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde des médias. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un homme qui incarne à la fois vision et engagement, une personnalité respectée, profondément ancrée dans l'écosystème médiatique belge. Yves Gérard, CEO de RMB. Yves est un dirigeant qui a su traverser les mutations du secteur avec conviction et clairvoyance. Défenseur de la valeur des médias, il porte haut la voix des régies et n'hésite pas à prendre position dans les débats qui dessinent l'avenir de notre paysage audiovisuel. Mais derrière la fonction, il y a aussi un passionné, un homme qui croit à la puissance de la créativité, à la force des équipes locales et à la nécessité d'innover sans cesse. Dans cet épisode, il revient sur son parcours, sur les grands défis qu'il a relevés, son rôle à la présidence de VIA, mais aussi sur sa vision, ses passions et ce qui anime son quotidien. Spoiler, vous allez découvrir un dirigeant aussi stratégique que profondément humain. Alors, je n'en dis pas plus et je vous embarque avec moi dans une conversation passionnante. Je vous souhaite une bonne écoute. Yves, est-ce que tu pourrais commencer... Alors, je pense que énormément de gens te connaissent, mais est-ce que tu peux quand même commencer par te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Oui, je suis donc Yves Gérard, aujourd'hui CEO de RMB. Je suis né en 1960, donc je fais partie des générations bientôt sortantes, il faut quand même le dire. Et que j'ai 3 magnifiques enfants, mais très grands maintenant et qui travaillent tous aussi, donc ils savent ce que c'est le milieu du travail. Et j'ai une adorable femme et un adorable chien. Et je vis aujourd'hui dans le Brabant wallon, bien que bruxellois d'origine. D'accord, mais voilà. C'est une présentation très complète. Voilà, je ne sais pas si c'est carré ou pas. Mais c'est exactement ce que j'attendais. Tu as déjà 3 grands enfants qui travaillent. Est-ce qu'ils travaillent dans les médias ? Alors, aucun des 3. Aucun des 3. Aucun des 3. Tu crois que c'est parce qu'ils ne voulaient pas faire comme papa ? Non, je ne sais pas. Je pense qu'ils ont tous les 3 des... Comment je vais dire ? Des pôles... de séduction ou d'attention qui sont assez différents. Ils sont vraiment tous les 3 dans 3 domaines vraiment pas du tout connexes. Ma fille aînée travaille chez Deleuze comme acheteuse. Mon fils est entrepreneur de jardin. Et ma dernière fille fait du coaching. Ah oui, c'est vrai. Donc, elle gère en fait le mix. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le mix. Oui, je vois très bien. Voilà, tout le coaching et le fitness et les coachs du mix. Ah, voilà. Génial, dit. Oui, donc vraiment des choses totalement différentes. Rien à voir avec toi. La pub et la communication. Non, rien du tout. Et toi, le petit Yves, de quoi rêvait-il quand il était petit ? Et toi, tu viens de quelle famille aussi ? Tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Écoute, moi, je viens d'une famille, je dirais, lambda. Mon père était expert immobilier, géomètre expert immobilier, pardon, et ma maman était professeure d'éducation physique. Donc voilà, à côté de ça, mon papa est malheureusement décédé très très jeune, donc il avait 33 ans, donc c'était, c'était un petit choc quand même à l'époque. Et donc, ma maman a assumé ses 3 enfants, dont je suis l'aîné, pendant de longues années. Donc, mais on n'a jamais été dans la misère ou c'était très, très convenable. Donc, tout ça, c'est bien parce que j'ai eu une enfance relativement heureuse, on va dire jusqu'au moment de mon accident à 16 ans, parce que voilà, j'ai donc eu un accident renversé par une voiture à 16 ans, qui a créé effectivement un hématome sur la moelle épinière et qui a créé des paralysies multiples et autres. On voulait en parler, voilà. Ah oui, on voulait en parler, on y vient. Voilà. Du coup, oui, tu as été renversé à 16 ans par une voiture. En pleine adolescence, oui. Est-ce que ça a changé quelque chose de profond chez toi ? Énormément, oui. Énormément. En fait, il faut savoir que je faisais beaucoup de sport.
Donc j'étais même un espoir olympique en gymnastique. Donc, donc voilà, je faisais vraiment beaucoup de sport à cette époque-là. Et donc du jour au lendemain, c'est terminé. Et tu peux nous dire l'accident, tu étais sur la route et on t'a... Oui, en fait, je revenais... je dois tout raconter dans le détail, tu crois? Parce que je ne sais pas. C'est une anecdote qui est liée au destin, tu vois. Donc, je faisais beaucoup de sport, dont du patin à glace. Okay. Ah oui. Donc, je revenais... j'habitais à l'époque à Sterrebeek, parce que ma maman avait construit une maison là-bas. J'habitais à Sterrebeek. Et il se fait que j'avais une petite mobilette, comme on a à 16 ans, là, tu vois. Oui, je vois bien. Que j'étais à la patinoire du Poséidon, que je suppose oui, beaucoup de je gens connais connaissent, aussi, oui. Et que, sortant de la patinoire pour rentrer à la maison, je me retrouve, en fait, et toute la journée, ça avait été un peu comme ça, dans une journée avec du crachin, voilà, un peu grise, moche. Un peu dégoûtante. Et évidemment, à ce moment-là, voulant reprendre et faire démarrer la mobilette, qu'est-ce qui se passe? Rien ne fonctionne, elle ne veut pas démarrer. La bougie est complètement humide, j'essaye de chauffer, enfin, rien à faire, voilà. Il se fait que, chance, j'ai une tante qui habite à 300 mètres de là. Je pousse la mobilette jusque-là, on la met dans le garage. Et je vois ma tante et mon oncle qui sont en fait en tenue de soirée. Et je vois qu'ils vont partir. Et donc, ils me disent, écoute, on ne peut pas te ramener jusque-là. Je dis, c'est pas grave, je vais prendre le bus. Donc, je prends le bus. Mais il faut savoir que le bus, à l'époque, il allait que jusqu'à un certain endroit, c'est l'école allemande pour ceux qui connaissent, mais jusqu'à l'école allemande. Et puis de là, je devais encore marcher 20 minutes à pied. Et pendant que je marchais 20 minutes à pied, il y a une voiture qui voilà, est venue me percuter sur le trottoir. Voilà. Et qui brise du coup littéralement ta vie. Qui brise, qui à la fois brise beaucoup de projets que tu peux avoir quand tu es un sale gamin de 16 ans. Même sportif, sportif, mais qui, en 6 mois, te fait gagner 10 ans de maturité. C'est ça. Parce que tu es dans le combat physique, tu es dans la révolte. Tu étais fâché? Oui, j'étais fâché contre la vie, fâché contre tout. Tu sais, quand tu as une perspective que peut-être tu vas être en chaise roulante le restant de ta vie, alors que tu viens d'un dynamisme fort, physique et autres. Voilà. Et donc, tu gagnes 10 ans de maturité. Et c'est cette étape-là, même si elle a été très difficile pendant 2-3 ans, parce que la révolte a duré quand même 2-3 ans, mais elle a permis de forger beaucoup du caractère que j'ai pu avoir aujourd'hui, qui est de relativiser pas mal de choses parfois, qui sont en fait des queues de cerise pour lesquelles on se frotte, on se fixe, tu vois, enfin voilà, ou on prend mal les choses, enfin voilà. On relativise beaucoup de choses quand on a failli quand même y passer 2-3 fois parce que, outre l'accident, il y a eu des complications pendant le truc, enfin bref, je te passe les détails, c'était pas évident. Mais donc je pense que si je suis devenu ce que je suis, c'est en partie grâce aussi à ce trait de caractère qui s'est imposé à moi. Mais tu l'étais peut-être déjà aussi à la base, parce que tu dis, ça le gamin... Il devait y avoir des ferments, tu vois, mais ils n'étaient pas du tout exploités. Donc voilà, c'est que à l'époque, j'étais plutôt dans... faire les 400 coups, s'amuser, voilà, enfin, un peu tout ce qui peut se passer dans la tête d'un gamin de 16 ans qui est en pleine adolescence, voilà. Mais tu rêvais finalement d'une carrière sportive? Le sport comptait fort pour moi à l'époque, oui, ça comptait très très fort. Mais tu te voyais quand même... Mais j'ai très vite compris que je pouvais le mettre de côté, quoi. Oui, à ce moment-là, oui, malheureusement... Quoique j'ai toujours essayé, continué à pratiquer certains sports que je pouvais. Donc ça, j'ai tenté, mais pour le reste, je savais que c'était plus là-dedans que je devais espérer grandir, voilà, devenir quelqu'un ou même être un peu un sportif reconnu, quoi. Donc, Et pendant toutes ces années, j'imagine à 16 ans, quand subitement... on se fait percuter, en fait tes rêves sont stoppés net, tu sais pas très bien de quoi demain sera fait. Il a fallu combien de temps pour que tu puisses justement avoir une perspective de savoir, ok, je vais pouvoir avoir une vie plus ou moins... Il a fallu quand même 3 ans, je crois, 2 ans et demi, 3 ans, avant de retomber sur ses pattes. C'est peut-être pas la meilleure expression, mais voilà, au moins ça fera rire. Mais,
Non, il a fallu quand même 2 ans et demi, 3 ans pour dire, d'abord accepter. Accepter, c'est ça. Accepter, l'acceptation est très importante. Ne plus être en rébellion contre le monde entier, y compris les gens qui vous dévisagent parce que vous marchez. J'allais poser cette question. Le regard des autres. Le regard des autres qui était très dur. Donc, et à un moment, c'est de se dire, bon, ok, on passe à côté. De toute façon, c'est comme ça. Voilà. Donc ça, il a fallu 2 ans et demi, 3 ans, entre mes 16 et mes petites vingtaines d'années. C'est un peu ça qui a été géré. Et qui a dû être digéré, surtout. Mais c'est ça. Mais voilà. Tu as pu, du coup, aller à l'école? Comment ça s'est passé pendant... Oui. Alors, malheureusement, quand j'ai eu l'accident au moment même, j'ai passé 1 an à l'hôpital, c'est-à-dire 6 mois vraiment interné, si je puis dire, et puis 6 mois où tous les jours, je devais aller en rééducation. Donc, c'était pour l'école, c'était pas évident. À l'époque, j'étais en humanité, donc ils ont été assez conciliants avec la manière dont je pouvais travailler à domicile, passer les examens aussi à domicile, notamment à l'hôpital quand j'y étais, parce que mon accident est arrivé en décembre, fin décembre, et que dans les 6 mois qu'il y avait les examens de juin, donc j'ai dû les passer à l'hopital. Ouais. Donc il y a des profs qui sont venus, c'était assez... là, j'ai trouvé que c'était assez vraiment souple comme approche. À situation exceptionnelle... Et après, j'ai repris des études tout à fait normales, c'est-à-dire j'ai terminé mes humanités, puis je suis passé à l'UNIF, puis voilà. Mais pour le même prix, ça aurait pu aussi impacter ta vie scolaire, tu aurais pu peut-être ne pas terminer tes études. Oui, complètement. Mais là, non. Là, il y avait de toute façon un encadrement qui était bien fait. Et puis, j'ai toujours voulu aussi, et ça m'a apporté aussi, l'accident m'a apporté ça, j'ai toujours voulu aussi me débrouiller au maximum tout seul. Donc, de faire vraiment de prouver à moi-même, sans doute à moi-même, pas tellement pour les autres, mais c'était surtout à moi-même que je pouvais être normal. Voilà. Mais, est-ce que c'est bizarre comme question? Est-ce que tu trouves que tu as une vie normale ou que tu es... Complètement. Ouais, complètement, ouais. Mais ça, c'est chouette. Ouais. Mais ça a dû prendre du temps, j'imagine aussi. Est-ce que tu as dû, quelque part, parfois, te battre plus que quelqu'un d'autre, par exemple? J'ai pas l'impression... Je me suis beaucoup battu sur beaucoup de sujets, mais je pense que tout qui affronte la vie professionnelle, quelle qu'elle soit et à quelque niveau que ce soit, il y a toujours un moment où il faut un peu se combattre, il faut un peu... voilà. Mais j'ai pas l'impression que j'ai dû plus combattre que quelqu'un d'autre. J'avais plus de difficultés physiques à être sur le ring, ça c'est autre chose. Mais vraiment plus combattre que d'autres, non, je pense pas, non. T'as jamais été victime d'a priori, de préjugés qu'on aurait pu avoir dans ta carrière professionnelle plutôt? Une fois c'est arrivé, c'était quand en fait le CEO précédent de RMB avait démissionné, que Jean-Paul Philippot, qui était le nouveau CEO de la RTBF, venait d'arriver, qu'il avait, lui, un préjugé, non pas sur moi ou sur mon état, mais sur le management de RMB à l'époque. Et donc, dans son esprit, il fallait d'abord passer par des chasseurs de tête et recruter, en y mettant dans les candidatures Yves Gérard, évidemment, mais quand même de chercher peut-être d'autres profils, peut-être plus pertinents pour sa vision à lui, etc. Tout à fait normal, logique. Et donc, il y a eu une shortlist de 4 personnes, je ne citerai pas les noms, dont une personne qui a quand même dit à Jean-Paul Philippot mais vous n'allez quand même pas engager un handicapé à la tête d'une régie. Et ça t'est revenu? Ça m'est revenu, je ne dirais pas comment, non, mais ça m'est revenu. Et donc, et c'est pas Jean-Paul Philippot qui m'a dit. Que ce soit bien clair. Que ce soit clair. Mais donc, c'est quand même, voilà. C'est petit, mais ça existe. Et je pense que peut-être ça a effleuré beaucoup de têtes qui ne l'ont pas dit, qu'il y a juste cette personne-là qui l'a dit réellement. Et toi, tu le reçois comment? J'ai appris à passer. Maintenant, j'ai vraiment appris à passer au-dessus de ça. Ouais, ça te glisse dessus. Ça me glisse complètement dessus, d'autant plus qu'à l'époque, j'avais déjà fait un beau bout de carrière. J'étais directeur général adjoint déjà de RMB. Que je m'étais prouvé à moi-même plein de choses, voilà, même avant RMB et pendant RMB, et que finalement,
ça ne m'arrêtait pas vraiment. Et finalement... Et que les gens avaient accepté de quand même me laisser grandir professionnellement, malgré que l'handicap soit là, quoi. Donc, voilà, c'est pas... Et finalement, tu es quand même le CEO de Et finalement, RMB. je suis quand même le CEO de RMB. Je crois que Jean-Paul n'a pas regretté son choix. Voilà. Et du coup, petit, mais du coup, tu voulais être sportif. Bon, quand tu t'es rendu compte que malheureusement, la carrière sportive, il va falloir la repenser. Qu'est-ce que tu voulais faire comme métier? Tu t'es dirigé directement vers quoi? Alors, j'avais une envie, c'était d'être ingénieur civil. Ok. Et c'était possible à l'époque, je pense que ça l'est encore, avec une spécialité en architecture après. J'aimais beaucoup l'architecture, j'aime toujours d'ailleurs beaucoup l'architecture, qu'on soit très clair, et que je trouvais que de pouvoir cumuler un diplôme d'ingénieur et d'architecte en même temps, ça permettait déjà de pouvoir construire de A à Z sa construction. Des très beaux projets, du coup. Voilà, des beaux projets, et aussi avec les solidités qui doivent aller avec et qui fonctionnent. Donc dans ce cadre-là, c'était une idée que je m'étais mise en tête. Et du coup, j'ai entamé, après mes humanités, une maths spéciale, ici pas loin, au lycée Martin V. Ouais. Donc toute une année de maths pour préparer l'examen d'entrée d'ingénieur. Et en faisant cette année complémentaire, spécialité en maths, j'allais dans les auditoires des ingénieurs, de ceux qui rentraient, qui faisaient des études d'ingénieur. Et je me suis retrouvé là avec des gens que je sentais pas qu'on avait une fibre commune. Ok. Un peu étriqué, comme ça, dans l'esprit, sans doute intelligent, etc. Mais très cartésien. Très cartésien, très carré. Ouais. Ce que tu n'es pas. Ce que je ne suis pas vraiment. J'ai passé l'examen d'entrée, mais en fait, je me suis dit, non, je ne vais pas aller là-dedans. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Je ne fit pas, finalement. Voilà, je ne fit pas du tout. C'est pas un match émotionnel. Non. Et c'est à ce moment-là que la communication et la publicité m'a vraiment attiré. Comme beaucoup de personnes de ma génération, j'avais lu le bouquin de Jacques Séguéla, Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité, elle croit que je suis payé dans un bordel. Donc, comme beaucoup de gens, j'avais lu ce bouquin et vraiment j'avais accroché à ce milieu-là, accroché au côté créatif, stratégique, les choses qui sont faites, on croit que c'est des coups juste comme ça qui sortent, mais qu'il y avait vraiment un secteur là derrière. Et du coup, j'ai été voir mon oncle qui nous conseillait un peu, puisque mon papa étant décédé très jeune, on se référait aux uns aux autres dans la famille. Et je vois mon oncle, qui était ingénieur, civil, et je lui dis, écoute, voilà, je crois que je vais aller vers la communication, quoi, Mais il dit, mais tu es fou, la publicité, c'est des gens qui font des petits Mickey, tout ça, tu vas pas aller là-dedans. Je lui dis, si, je crois, je suis vraiment intéressé. Il dit, oui, mais alors, fais au moins... ingénieur commercial. Non, ouais, c'est ça, une licence en sciences éco, tu vois, un truc que tu puisses avoir des bases. Bon, ok. Donc, je me suis inscrit à l'ELB en sciences éco. Ok. J'ai fait une première Candie, une seconde Candie, et je me suis retrouvé avec des gens un peu trop carrés et étriqués à ce moment-là. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ok, j'ai une candidature en sciences éco, mais c'est pas ça. Maintenant, je ne demande plus conseil à personne. Je suis mon instinct. Je suis mon instinct. Je vais quand même faire un diplôme universitaire. Donc, j'ai fait journalisme et communication à l'ULB, dans la foulée de ce que j'avais fait là. Et là, j'ai terminé mes études là pour très rapidement commencer à travailler. Et c'était quoi ta toute première expérience professionnelle ? Écoute, ma toute première expérience professionnelle, elle s'est passée juste avant que je commence mes études de journalisme et communication. Parce que je me dis, Yves, tu viens de passer 3 ans après tes humanités, là, donc pas à traîner, parce que j'ai quand même acquis certaines matières, donc c'est pas un problème. Il dit, mais maintenant, il faut pas que tu te rates, quoi. Tu vois, tu choisis tes études, il faut pas que tu te rates. Et donc, il se fait que j'avais, par parenté familiale, quelqu'un qui travaillait dans une agence de publicité, qui s'appelait Ted Bates à l'époque, agence américaine, et que je rencontre à une fête familiale, et je lui dis, tiens, tu n'aurais pas une possibilité d'un stage cet été pendant 1 mois, il ne faut pas me payer ni rien, mais je voudrais quand même être sûr que si je vais dans une agence de pub,
c'est vraiment le milieu qui va me plaire, quoi, parce que je veux savoir ce qu'il en est. Sur base volontaire, du coup. Ah ouais, c'est moi qui lui ai demandé, tout à fait. Ouais. Je dis, c'est moi, je veux aller voir, quoi. Ouais. Je veux vraiment aller voir. Et donc, il m'a trouvé, effectivement, pendant le mois de juillet, un stage dans l'agence, là. On m'a mis dans les mains d'un tout jeune account qui venait, c'était son premier boulot. Il venait d'arriver et il était sur le budget Mitsubishi, à l'époque, je me rappelle. Et il s'appelait Philippe Delusine. Ok. Voilà. Comme quoi, les premières rencontres, oui, parfois, ça marque. Hein. Voilà, ça marque. Et donc j'ai rencontré Philippe, que j'ai eu l'occasion de recroiser par la suite, mais on en reparlera peut-être dans le fil de l'histoire. Et donc, j'ai fait ce stage, et effectivement, voilà, j'étais conquis. Et j'ai fait donc, après mon parcours de journalisme et communication. Et quand j'ai terminé, en fait... Enfin non, pendant mes études et en dernière licence, on appelait ça. Oui, le master le actuellement. Master actuel, ouais. tu vois, c'était licence. Et d'ailleurs, la section qu'on avait, parce que journalisme et communication, tu avais 2 candidatures, donc ce qu'on appellerait les bacs aujourd'hui, sauf quand il y en a 3 en bac, et tu avais 3 licences. Ok. La candidature, elle était commune à toutes les sections, journalistes, publicitaires, machin, assistant social et tout. Et quand tu passais en licence, chaque fois. Quand tu passais en licence, en fait, tu as différentes sections. Et la section pour la pub s'appelait Persuasion. Ah, écoute, finalement. Non. Ben, écoute, est-ce que ça match quand même, Persuasion? Ouais, et donc, en dernière licence, donc, on devait faire des stages. Et je fais un premier stage en médias, donc j'ai été dans une radio libre, comme on appelait, radio privée, première radio privée, qui était Radio SIS, et faire un stage de journalisme. Et puis mon deuxième stage était plutôt dans la matière dont j'étais, et donc je me suis retrouvé chez IP à encoder les premiers chiffres de l'audimétrie qui venaient de se mettre en place. À l'époque, on est en 1985. Ah, c'est fou, hein. Ça ne rajeunit pas. Et donc, j'étais dans le bureau, enfin, dans le département marketing de IPB, qui était une société qui appartenait à Havas à l'époque, hein, pas encore du tout à RTL. Il appartenait à Havas. Et IPB le département marketing était dirigé à l'époque par Thierry Tachny, le frère de Freddy Tachny. Et donc, j'ai commencé à encoder des chiffres d'audiométrie dans un Lotus 1, 2, 3. Et ça te plaisait? C'était mon premier contact avec les médias. Avec les médias et avec les chiffres médias. Et donc voilà, comme je dis à tout le monde, je suis tombé dedans quand j'étais petit, tu vois, là pour le coup, sur l'audiométrie. Et voilà. Et effectivement, puisque ça m'a poursuivi par la suite, que je suis rentré vraiment dans le média télévision spécialisé dès que j'ai eu mon premier job. Donc voilà. Et ça te plaisait quand tu as commencé du coup ce premier job chez IP, tu encodais ces chiffres, tu voyais ton chemin. Est-ce que tu as toujours été quelqu'un d'ambitieux? Et j'ose imaginer que oui, non? Ambitieux, non. Non, j'ai eu... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça beaucoup de rencontres liées au destin. Ah oui. Philippe Delusine, quand je fais un stage avant de faire mes études, là, tu vois, je le retrouve chez McCann Erickson quand je rentre chez McCann Erickson. Donc c'est quand même amusant. Hein, le premier type que je vois devant les ascenseurs, mon premier jour de travail chez McCann Erickson, c'est Philippe Delusine. Donc, toi, tu te dis, tiens, mec... Et Philippe Delusine, il t'a apporté une opportunité, Ah ouais, c'est quelqu'un avec qui je déjeunais très régulièrement... au cours de l'année, quoi. Surtout quand il était chez RTL. C'est drôle. Non, mais on s'est vraiment bien entendu. C'est devenu un ami. Après, j'ai pris à un moment certaines distances avec lui parce que je trouvais que, voilà, il avait franchi certaines bornes, notamment avec le licenciement de Freddy Tachny, alors qu'il était mon plus grand concurrent. Hein, mais il y avait un respect quand même, je pense, mutuel entre Freddy et moi. Et on l'a toujours d'ailleurs. Mais qui fait qu'effectivement, à un moment, je trouve que Philippe, il avait été un peu loin. Donc j'ai pris mes distances. On s'est revus il n'y a pas longtemps, donc voilà, on a... Voilà, mais c'est un personnage, hein, il est connu un peu pour ça. Donc, ok. Voilà. Mais du coup, au niveau de ton ambition, est-ce que toi, tu penses que quand tu as commencé ce métier,
Tu voulais être journaliste ou tu voulais Non, vraiment... pas du tout journaliste. Non, si j'ai Oui. fait ça s'appelait journalisme et communication, mais parce que c'était la seule section où il y Pour avait faire de la publicité. Ouais, Ouais, c'était la seule section. Et Dans un diplôme universitaire à l'époque. Et donc, c'est pour ça que je voulais aller là. Non, de l'ambition, pas vraiment. Mais je me suis vite rendu compte que, ayant touché dans les premiers à l'audimétrie et ayant compris les fonctionnements de l'audimétrie, parce Et qu'au c'est début, c'était un peu ça, compliqué, la- hein, et d'être très vite bombardé dans un département média d'agence qui a créé une cellule spécialisée pour C'est la ça. télévision, ce qui n'existait pas à l'époque. Hein. C'est Anne Bataille chez McCann Erickson qui a développé le premier département télévision d'un département média. Anne Bataille, cette grande femme quand même. Ouais, hein. ouais, On m'en ouais. parle, mais Ouais. tout le temps, Ouais, dans on va chaque sans- épisode, va on sans doute parle en d'Anne reparler, Bataille. On va sans doute en reparler. Et donc très clairement, j'ai vite compris que ce média télévision, médiatiquement, dans le sens plan média et autres approches médias, était plutôt intéressant. Ouais. Donc je suis vite rentré là-dedans, acheteur, voilà, planeur. T'as vu une opportunité finalement quand même. Oui, je sentais, mais je te dis, je me suis trouvé à la bonne place au bon moment, dans un bon média, hein, parce qu'à C'est ça l'époque, aussi. c'était le média porteur, Ouais. la TV. Tout à fait. Il n'y avait que RTL en 85, mais très vite, il y a eu la commercialisation sur la RTBF, il y a eu VTM qui est arrivé dans le Nord, il y a eu... Voilà, et ça n'a fait que grandir. Oui. Voilà. Alors, aujourd'hui, on peut reparler du média télévision, mais... ça sera autre chose, en Oui. tout cas le linéaire. Mais à l'époque, c'était vraiment le truc qui montait très très fort. Mhm. Et d'ailleurs, très vite, il y a eu quelques spécialistes TV, si je puis dire, Oui. qui se sont formés. Mais il y en a encore maintenant. J'en ai formé moi-même. Donc voilà, donc c'était... J'avais trouvé une voie, quoi. Vraiment trouvé une voie. qui me plaisait bien, je m'amusais bien, et le secteur était plaisant. C'est un chouette secteur. Voilà. Ça l'est encore aujourd'hui, mais à l'époque, je pense que c'était un secteur quand même où... Ouais, à l'époque, il y avait On se marrait bien. Voilà. Est-ce que tu te rappelles de certaines... Je sais pas, est-ce que tu as une anecdote que tu pourrais partager avec nous? Une anecdote d'un grand moment que tu as vécu, je sais pas moi, tu as été à Cannes, qu'est-ce que... Oui, enfin, j'en ai beaucoup, hein. J'en ai beaucoup, je peux pas tout raconter non plus. Hein, raconte celle que tu peux. Ouais. Non, mais oui, Cannes, alors... Cannes, évidemment, j'étais à Cannes pendant quasiment 20 ans consécutivement. C'est fou quand même, voilà. non? Mais RMB était en fait le représentant officiel des organisateurs du Festival international de Cannes. Donc chaque pays avait ses représentants en charge pour eux d'animer leur marché, de faire qu'il y ait beaucoup de travaux qui soient inscrits au Festival international et qu'il y ait beaucoup de gens qui y aillent. Voilà. Donc, il fallait que l'argent rentre de là-bas. Voilà. Donc nous, on a beaucoup animé. Je pense à l'époque le marché belge des créatifs et de la créativité. On a lancé ce qui n'existait pas du tout à l'époque, et on est là, je pense, on est en 1993 ou 1994. On a lancé la première soirée sur les plages de Cannes, qui s'est appelée la soirée des Belges. Ah, génial. Et RMB invitait tous les Belges qui étaient à Cannes. Ah, génial. Concurrents, pas concurrents, producteurs, réalisateurs, créatifs, annonceurs, tout qui était belge et inscrit à Cannes était invité à la soirée. Ce qui faisait des soirées quand même un peu mémorables, de 400-450 personnes. Ça devait être dingue. Au bord de la plage, et on était les premiers à faire ça. Incroyable. Et les gens étaient là sur la croisette, ils regardaient par au-dessus, ils avaient quasiment jamais vu ça, ou presque. Donc voilà, donc il y a ça, et puis donc on a animé Cannes très 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 longtemps. Et j'ai une petite gloriole par rapport à ce festival, c'est que, un peu avec l'appui aussi de Thierry Van Zeebroek, qui était le patron de la VAR à l'époque, à deux, on a travaillé sur un dossier pour introduire le prix radio, qui n'existait pas. Et donc on a poussé les organisateurs à introduire le prix radio. Voilà. C'est beau. Ouais. Ben c'est bien, t'imagines, Alice, ce que tu as pu faire. Au niveau international, quoi. Bah oui, quand même. C'est le seul truc que j'ai fait au niveau international. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Est-ce qu'il y a tu viens de m'en parler, j'allais te poser la question de savoir est-ce qu'il y a un projet qui t'a marqué, mais quand même faire entrer la catégorie radio dans un concours international, c'est quand même... c'est pas mal. C'est pas mal. Comment est-ce que tu as vu, du coup, le secteur évoluer au fur et à mesure de ces années, et toi, les opportunités? Parce que, bon, à ce moment-là, du coup, tu es spécialiste TV, ou est-ce que tu es plutôt directeur du département audiovisuel? Alors, je commence d'abord comme simple, je dirais, acheteur, planeur Bailleur, en télévision, tu vois.
sous la responsabilité à l'époque de Michel Godelain, Ok. qui m'a appris beaucoup de choses. Voilà, hein, tu vois qui c'est Oui, Michel Godelain. de nom en tout cas. Il est passé par Space d'ailleurs. Ouais. Donc, voilà. Et lui m'a beaucoup appris. Hein, je l'ai toujours appelé mon papa de pub, donc il m'a beaucoup appris. Donc j'étais avec lui dans le département média de McCann Erickson, que dirigeait Anne Bataille à l'époque. Voilà. Et donc j'ai d'abord été un peu spécialiste là-dessus. Et puis à un moment, les agences de publicité ont commencé à voir que le média, et notamment à cause ou grâce, j'en sais rien, du média télévision, qu'il y avait des choses à mettre ensemble et de créer plutôt des synergies et des centrales d'achat. Ça s'appelait comme ça à l'époque, de créer des centrales d'achat. Et il s'est fait que Anne Bataille, qui dirigeait donc le département média de McCann Erickson, s'est un peu bagarré avec le patron, donc elle est partie, et elle a réussi à rassembler 5 agences différentes pour aller créer Space. Bah oui. Et donc, elle demande à ce moment-là à Michel Godelain et à moi de venir avec elle, puisque la centrale d'achat repose surtout, mais pas que, mais surtout sur l'achat TV, et les volumes que tu achètes en TV pour avoir les discounts, les machins, etc. Et donc, on va ensemble à 3 créer Space. C'est incroyable ça. Ouais. On a créé Space, c'est surtout Anne qui a rassemblé les patrons d'agence, mais au début on n'était que 3, quoi. On a commencé, on a tout mis, les guidelines, les machins, etc. T'es resté combien de temps? On a créé chez Space, je suis resté le temps que Anne Bataille y reste et parte créer Cara, que j'ai suivi. J'ai suivi tu l'as suivi partout du coup. Pour aller faire Cara, enfin ce qui s'appelait Crystal au départ, c'était pas Cara, mais c'était Crystal qui est devenu Cara, puis Densu, puis enfin bref. Et donc, je crois que ça a dû faire 2 ans et demi, 3 ans, chez Space, ouais. Et donc, tu as toujours été un peu la création, enfin, en tout cas, au début de toute création, donc la centrale d'achat. En tout cas, de 2 grosses entreprises qui ont marqué, je pense, l'histoire de la communication en Belgique, centrale d'achat Space. Oui. Tu vois, donc et Space est toujours là. Ah oui, on est toujours là. C'est quand même formidable comme aventure aussi, Space. Donc voilà, centrale d'achat Space, qui est devenue agence média après. Et quand même les prémices de ce qui est devenu ce grand groupe Densu. Incroyable. Voilà, qui était, tu vois, c'était pas gagné d'avance parce que là, c'était plus une centrale d'achat d'agence, c'était une centrale d'achat indépendante, privée au départ. Donc voilà. Qui était et tout le marché nous a à l'époque vilipendé, nous tombait dessus parce que on prônait la transparence. C'est ça. Donc plus de commission d'agence, on a foutu le bordel quoi. En gros. Mais c'était de toute façon inéluctable que ça arrive à un moment ou l'autre et que ces métiers devaient se réinventer. Alors évidemment tout changement provoque une irritation ou une résistance en tout cas. Et là, on l'a senti, mais aujourd'hui, quand tu vois le résultat, tu te dis... T'as fait les bonnes choses. C'était ça. Il n'y avait pas d'autre chose à faire, tu vois. Et donc, non, Anne Bataille a été pionnière quand même de beaucoup de choses. Mais ça, j'ai cru l'entendre, vraiment, tellement de personnes m'en parlent. C'est une très, très grande dame du monde des médias, et moi, j'ai un respect démesuré pour elle, vraiment. Je rêve de la rencontrer, vraiment. C'est vrai, il faudrait faire un podcast avec elle a plein de choses à raconter. Mais je l'ai déjà taguée sur LinkedIn plusieurs fois, parce que justement, tous mes invités m'en parlent, et elle ne m'a pas encore répondu. Je pense qu'un jour, je vais prendre mon téléphone, je pense que je vais l'appeler juste pour lui dire, Madame, allons boire le café ensemble, j'ai envie de vous rencontrer. Mais donc, tout ça, parce que là, du coup, tu es en agence média, à quel moment est-ce que tu bascules du côté régie, et tu te dis aussi, à un moment donné, peut-être que des postes dans le haut management au niveau des boards m'intéressent. Alors, je ne le pensais pas comme ça. Mais il se fait que, finalement, à un moment, on était donc chez Crystal, Cara, ça allait devenir Cara à ce moment-là. À un moment, j'ai un appel d'un chasseur de tête. Ça fait 7 ans que je fais de l'achat, tu vois, 7 ans et demi que je fais de l'achat. Et un chasseur de tête, il m'appelle. Je dis, on peut toujours aller voir, tu vois. Voilà. Puis je vais chez ce chasseur de tête qui m'interviewe, mais pendant 2 heures et demie. Quoi. Ça t'ennuie? Je lui raconte, je lui réponds, donc je parle. Voilà. Et puis il me dit, ok, merci, mais à bientôt.
il me dit pas s'il y a quelque chose derrière. Tu vois. Donc à un moment, je me dis, bon, c'est pas grave, il se fait un fichier de recrues potentielles, si jamais on lui demande. Voilà. 10 jours après, il me rappelle, il dit, ouais, je voudrais vous revoir, je voudrais reparler avec vous. Voilà. 2h30, 3h de discussion de nouveau. Tu vois. Et à la fin de la discussion, il me dit, écoutez, voilà, j'ai un poste pour vous, si vous voulez. J'ai un poste de directeur de département de télévision chez RMB. Incroyable. Et moi, je lui dis, chez RMB? Je dis, ah ouais, mais non, là, je vais pas. Je suis désolé, je peux pas. Service public et tout ça, c'est pas mon ADN. Non. Le type, il tombe de sa chaise, tu vois. J'ai 31 ans. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mec prétentieux, arrogant, tu vois. Je dis non, mais moi, c'est une conviction, tu vois, tu tombes... bon, j'avais... Et qu'est-ce que tu avais contre le service public ? C'était pas vraiment contre le service public, mais il se fait que je m'étais frotté à RMB quand j'ai fait mon mémoire pour aller les interviewer, voilà, et c'était pitoyable, quoi, c'était poussiéreux, je peux pas dire ça aujourd'hui, mais... Non, mais t'as transformé. Je sais pas si c'est moi, mais en tout cas, heureusement, parce que finalement, j'y étais, donc ça, c'est un secret pour personne. Voilà, non. Mais dans un premier temps, c'est vrai, j'ai refusé, et je vois encore Marc Soal, qui était le patron de Cornet Ferry, qui était il m'a regardé, il m'a dit, mais attendez, c'est pas possible. Il dit, vous pouvez pas refuser ça. Vous pouvez pas refuser. Enfin, je veux dire, j'ai écouté, non. Voilà, alors il m'a dit, mais allons au moins prendre un petit déjeuner, ou allez au moins prendre un petit déjeuner avec Pierre-Paul Van der Zaan, qui était le patron. Je dis, oui, je veux bien, mais je connais Pierre-Paul, je suis client, hein, donc je connais, mais oui, pas de souci. Donc on se retrouve à 7h du mat, là, je sais pas, chez Cornet Ferry, à prendre un petit déjeuner avec Pierre-Paul Van der Zaan. Et j'ai écouté Pierre-Paul attentivement, et j'ai écouté les projets qu'il avait pour RMB, qui en fait, après, je vais dire 5 ans et demi d'existence, commençait à ouvrir ses ailes, tu vois, et sortir de son cocon, parce que les possibilités publicitaires étaient en train vraiment de s'ouvrir. Parce qu'avant, il y avait une direction commerciale chez RMB qui chapeautait à peu près le tout. Ok. Les sponsoring, les spots, TV qui n'était arrivé qu'en 89, mais il y avait TVB à l'époque, qui n'était pas tout à fait la commercialisation par RMB de la publicité commerciale. RMB commercialisait des sponsoring, parrainages et de la publicité non commerciale, comme on l'appelait, un peu spéciale, ou alors la publicité régionale, mais pas la commerciale. Ok. Donc c'était un peu bizarre, quoi. Voilà. Et donc, finalement, Pierre-Paul m'explique, et il donne un peu la vision à 5 ans, voire 10 ans, de ce que la boîte pourrait se développer, qu'il a besoin d'une direction TV maintenant, plus d'une direction TV bien dédiée. Voilà. Et donc, je me dis, pourquoi pas finalement, tu vois. Convaincu finalement par sa vision et par il y avait quelque chose, le challenge. Il y avait quelque chose dans le challenge et dans l'envie. Et donc, je vais voir Anne Bataille en rentrant. Je lui dis, écoute, Anne, voilà, j'ai une... Elle me dit, quoi? Non, c'est pas possible, Yves. Pas toi. Tu vas pas aller là. Je dis, écoute, voilà, je sais pas. Je réfléchis, tu vois. Je me dis, enfin, qu'est-ce que c'est? Enfin, bref, après, s'en est suivi, parce que nous, on n'a pas fini à 5h de l'après-midi. Ça devait être difficile quand même de lui annoncer. Oui, enfin, c'est jamais facile. Mais je pense qu'il valait mieux être cash et dire, voilà la situation, tu vois. Et puis, on proposait un poste. C'était un poste. Enfin, il faut quand même se rendre compte qu'à l'époque, il y a 3 directeurs de département de télévision en Belgique. Hein, donc... oui, c'est un peu un truc... C'était révolutionnaire, presque. En tout cas, du nouveau, du changement. Oui, tout à fait. Donc c'est quand même un beau truc. Ah ouais. Et tu as 31 ans, tu peux rentrer dans le comité de direction. Ça a quand même un peu, à un moment, tourné dans la tête en se disant, c'est pas de l'ambition, mais c'est une opportunité. Une fois de plus. Tout à fait. Et donc, effectivement, après avoir beaucoup fait de aller-retour entre Anne et RMB, finalement, à un moment, j'ai tranché et j'ai choisi quand même d'y aller en me disant, écoute, j'ai fait 7 ans et demi d'achat, je vais faire 3-4 ans de régie, de la vente, pour savoir ce que c'est. Dans ton parcours, au moins, tu auras, Yves, un peu connu différents trucs. Et tu t'étais dit à la fin chez l'annonceur ou... Non, même pas. Non, je m'étais dit 3-4 ans d'expérience et puis on verra où le vent nous mène. Mais voilà, c'était un peu ça l'idée. Et donc finalement, quand tu arrives chez RMB, comment ça se passe? Plutôt bien. Plutôt bien. T'avais un peu des appréhensions? Non. T'avais peur? Non.
Du changement. Le changement, tout ça, ça t'a jamais... Non. Non. Non, et je suis assez bosseur. Et donc, j'ai vite commencé à faire des quick wins en faisant des trucs que peut-être eux faisaient moins, et un peu secouer la baraque. Et, C'est ça. donc voilà, j'ai un peu... T'es resté toi-même, finalement. Ouais, un peu fonceur, un peu de truc, en ayant plein d'idées, tu vois, à proposer. Hein. Après, il ne devait pas tout prendre. Non. Bon, après, je me suis vite rendu compte qu'on travaillait pour un service public quand même. Oui. Hein. Du coup, tu as des limites. À l'époque, on n'avait pas autant de diversification de médias. Donc, c'est beaucoup la RTBF. Et que, effectivement, il y avait quand même quelques carcans comme ça, quelques contraintes. Rester, ouais. Et je pense que c'est là que j'ai vite appris à devenir schizophrénique, c'est-à-dire de devoir respecter quand même l'ADN d'un service public, C'est ça. y compris dans sa dimension commerciale, mais de devoir être très commercial pour quand même ramener les sous qu'a besoin le service public. Mais c'est un énorme challenge. Ah ouais, c'est compliqué. En fait, RTL, c'est pas compliqué pour eux, hein, donc ils discutent avec qui ils veulent, tu peux m'arranger ça, etc. Parce que j'ai un Est-ce qu'on va annonceur qui va laisser faire ça? Ça, tu le laisses ou pas, on verra bien, mais c'est la stricte vérité. Okay. C'est la stricte vérité. Moi, j'ai un Chinese wall en béton armé entre l'éditorial de mon principal client et la commercialisation. Ouais. Je peux rien influencer, demander qu'il fasse, tu peux pas parler de ça un peu. Voilà. Au contraire, on est torpillé régulièrement. Enfin, torpillé, c'est pas gentil, je dis ça pour mes amis journalistes, mais on est régulièrement mis à mal, je veux dire, par des enquêtes qui sont faites, que ce soit dans On n'est pas des pigeons, que ce soit dans l'investigation, et qui touchent à des marques. Tout à fait. À juste titre, sans doute, journalistiquement parlant. Oui. Mais commercialement parlant, c'est plus embêtant. Je ne suis Oui. pas sûr que chez RTL... voilà. Bon. Voilà. tu en feras ce que tu veux. J'en fais ce que je veux. Voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a un échec que tu as tiré en leçon à un moment donné dans ta carrière? Un échec que j'ai... Un échec, c'est pas forcément rater quelque chose, tu vois. Pour moi, un échec, c'est peut-être un objectif que tu avais et que tu n'as pas atteint d'une manière ou d'une autre, ou pour une raison ou l'autre. Ouais, j'ai un regret, mais il n'est pas dû à mon fait. C'est... Ça peut être privé aussi. Hein. Ouais, ça, j'en ai... non, mais professionnellement, en fait, c'est d'avoir raté la régie de TF1 en Belgique. Ah oui. Parce que tout le monde savait qu'à un moment ou l'autre, et un jour ou l'autre, TF1 allait arriver. Tout le monde savait que c'était embêtant, mais quasiment inéluctable, et qu'il fallait se préparer un jour ou l'autre. Là, tu occupes quel poste? Là, je suis CEO. T'es CEO déjà. Je suis CEO. Et on se rend compte, c'est presque il y a 10 ans, hein, donc c'était en 2017, donc voilà. Donc moi, j'ai effectivement, proactivement, été un peu tâter le terrain chez TF1. Ils m'ont dit, ah bah ouais, pourquoi pas, ça nous intéresse. Ils ont analysé, on a fait un travail dessus. On a tout préparé pour qu'on puisse, nous, être la régie, quoi. Et puis RTL, qui évidemment a entendu que TF1 allait arriver, sans doute via RMB, mon ami Philippe de l'usine, il a commencé à faire un lobbying politique, ah bah oui, mais énorme, pour faire en sorte que TF1 d'abord ne rentre pas, mais ça c'était pas possible. Et puis après, si TF1 rentre, de ne pas le mettre chez RMB, parce que ça aurait été évidemment une arme de guerre relativement lourde. Ça aurait rééquilibré un marché, tu vois, qui est à 60-40, il l'aurait rééquilibré directement à 50-50. Ce qui aurait été pour RTL, évidemment, assez pénalisant. Donc il a tout fait politiquement pour influencer le conseil d'administration de la RTBF, même pas celui de RMB, de la RTBF, pour que ce conseil d'administration dise non, RMB ne peut pas prendre TF1 en régie. Ce qui déjà sur le plan, on va dire, déontologique et de bonne gouvernance, je ne sais pas si c'est tout à fait utile. Okay, ouais. Si des administrateurs d'une société peuvent empêcher la société à se développer. C'est un peu bizarre. C'est bizarre. C'est un peu bizarre, mais voilà. Mais donc ça, c'est un échec, mais qui est dû effectivement à une construction, une influence politique qui, par définition, nous échappe. Et donc là-dessus, on ne pouvait pas faire grand-chose. Ouais. Et du coup, ça reste un gros regret. Ouais, c'est un regret, ouais. C'est pas un échec, en fait. C'est un regret. C'est un regret, c'est ça. Plus qu'un échec, c'est un regret. Ouais. Plus qu'un échec, c'est un regret.
Sur le process. Oui, tout d'un coup, je me dis, mais pourquoi tu racontes ça comme un échec ? Non. On avait tout mis en place pour que ce soit une réussite, voilà. Et comment tu deviens CEO de la RMB à un moment donné par la force des choses Non, c'est ce que je racontais, c'est qu'à l'arrivée de Filippo, voilà, lui remet en question très clairement le management. RMB sort de l'affaire RMB International, je ne sais pas si ça me dit rien. Si ça te dit rien. Bon, pour la faire courte, en fait, RMB, très rapidement, quand je suis arrivé d'ailleurs, mais pas de mon fait, c'est la volonté des dirigeants de l'époque de RMB, a décidé de internationaliser le cinéma. Okay. Et de devenir régie cinéma au niveau de plusieurs pays européens. À un moment, on était dans 17 pays européens, donc avec un réseau, en fait, un network international de RMB international, voilà, avec dans plein de pays. Il se fait qu'à un moment, il y a eu la crise de la bulle Internet, qui a un peu créé une crise économique. Et dans ce cadre-là, le cinéma s'est comporté un peu moins bien. Bref, c'était moins top. Et les propriétaires d'RMB International, il y avait UGC et RMB, se sont dit à un moment, on va revendre l'activité parce que ça sent le roussi. Et donc voilà. Et donc ils ont revendu, pour ne pas risquer de provoquer une crise politique de nouveau, puisque ça pourrait entraîner la RTBF et donc la communauté française dans un trou. Parce que quand on parle d'activité internationale, on parle d'autres volumes d'argent que les volumes d'argent qu'on a en Belgique. Donc voilà. Et donc ils ont revendu toute l'activité cinéma, y compris l'activité belge, du cinéma qu'on avait en régie chez RMB. Donc le cinéma est sorti de l'entreprise. Et quand Filippo est arrivé, il a donc voulu changer le management, croyant qu'on était aussi impliqué dans les affaires d'RMB International. En fait, on n'a rien touché, puisqu'il y avait une structure dédiée qui faisait ça. Et donc le management réel, c'est-à-dire surtout moi et le secrétaire général de l'époque, Bruno Robin, c'était surtout nous qui gérions la Belgique, mais pas du tout l'international. Donc voilà, Pierre-Paul van der Zan, lui, ayant beaucoup développé l'international, et d'ailleurs ayant démissionné une fois qu'ils ont revendu l'activité. Et donc, Filippo fait le fameux recrutement, les 4 derniers restent en liste, voilà. Et toi, tu t'es mis sur la liste ou on t'a... Non, Filippo m'a mis d'office. T'as mis d'office. Moi, j'étais d'office dans la shortlist. Et ça te faisait quoi de dire, potentiellement, je peux être CEO d'une plus grande région en Belgique c'est quand même... Je me suis surtout dit à l'époque qu'il y avait très très peu de chances que je le devienne. Ah ouais? Très très peu. Pourquoi? Parce que je te dis, il avait un a priori sur le management, donc j'en faisais partie. Oui. Voilà, c'était un a priori et c'était comme ça. Et que de toute façon, il y avait d'autres profils qu'il pouvait peut-être aller chercher. Et donc, effectivement, il fait des assessments. Là, c'est toute la journée, tu vois, un peu de truc. Ouais. Voilà, des 4 personnes, il y avait avec le truc. Et arrive un conseil d'administration dans lequel il y a nomination de l'administrateur délégué, qui appartenait au pôle UGC, nomination de la direction générale, pôle RTBF, puis les audiences, enfin après un ordre du jour quasiment traditionnel de conseil d'administration. Arrive le jour en question, et moi je gère en fait les conseils d'administration ad interim, puisqu'il n'y a pas de CEO, il y a juste un directeur général adjoint et un secrétaire général, et donc à 2, on gère un peu la boîte. Tu avais déjà fait? Oui, j'en ai déjà fait quelques-uns, des CA, enfin 2-3 avant. Mais celui-là était plutôt clé, puisque voilà, il y avait les nominations. Etc. Ah bah oui. Et donc, arrive l'ordre du jour, voilà, Madame la présidente, c'était une présidente, elle dit, oui, nomination de l'administrateur délégué pour l'UGC, vous présentez qui? Monsieur Alain Sussfeld, très bien, tout le monde est d'accord, voilà, l'unanimité, bravo Monsieur Sussfeld, vous êtes administrateur délégué d'RMB. Voilà. Deuxième point, nomination de la direction générale. Tu vois, moi je m'apprête à sortir en me disant, puisque je suis dans les candidatures, je ne vais pas rester autour de la table, ça ne se fait pas. Et en fait, à ce moment-là, il y a le fraîchement nommé administrateur délégué qui lève sa main et qui dit attendez, je ne comprends pas très bien ce point. Cette société RMB vient de vivre un traumatisme quand même important, avec la perte de l'activité cinéma. Je ne connais pas la stratégie qu'on veut développer pour cette société. Et donc, je ne vois pas comment on pourrait avoir un profil déjà préétabli pour le management de cette société. Je voudrais d'abord qu'il y ait une réflexion stratégique en profondeur avant de trouver le profil
et éventuellement la nomination d'une direction générale. Voilà. Jean-Paul Philippot n'était pas très content. Mais donc ce point, mais il avait tout à fait raison, l'administrateur délégué. Ce point est passé à l'eau. Oui, c'est ça. Et reporté à plus tard, quand on aura eu une vue sur la stratégie. Claire, ouais. Voilà. Et en fait, les 6 mois qui sont écoulés, on a eu quelques travaux stratégiques, vision, développement, etc., avec Philippot, avec l'administrateur délégué. Et au bout de 6 mois, je crois que Jean-Paul Philippot s'est dit, mais en fait, cette boîte, elle tourne. Il avait d'autres choses à faire au sein de la RTBF pour vraiment travailler, ce qu'il a très bien fait d'ailleurs. Et donc, je crois qu'au bout de 6 mois, il était tout à fait d'accord pour que je devienne CEO. Et donc, j'ai été nommé à ce moment-là. Mais incroyable. Quelle histoire, hein? Mais quelle histoire. Et comme je te dis, c'est pas de l'ambition, c'est le destin. Le destin, oui, l'univers. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais au Yves de 16 ans? Tu vois, si tu pouvais te retourner en arrière et dire, bon, allez, qu'est-ce que tu lui dirais au petit Yves qui vient de subir le traumatisme de sa vie? Ben, je lui dirais, accroche-toi dans tous les cas, parce que je ne me le suis pas dit tout de suite à ce moment-là, mais finalement, c'est ce que j'ai fait par la suite. Et voilà, peut-être j'aurais gagné 2-3 ans en me disant tout de suite, allez, accroche-toi, tu vois, ça va aller, tu vas fonctionner avec ça. C'est ton nouveau cadre, mais crois-moi, ça fonctionne. Voilà. Et tu t'es toujours accroché. Ouais. T'as toujours, t'as jamais rien lâché. Est-ce que tu penses que si c'est dans ton ADN profond, c'est pas cet accident qui a fait de toi cette personne qui s'accroche, bosseuse, qui va de l'avant, rigolo, qui a quand même... Allez, t'as des super bonnes énergies. Pour le même prix, t'aurais pu devenir aussi quelqu'un de totalement aigri, tu vois. Oui, mais justement, c'est là où je te dis, je pense qu'une fois que t'es passé par ce type d'épreuve, alors ça dépend effectivement des personnalités, hein, j'en ai vu... Quand j'étais à l'hôpital, j'en ai vu pas mal qui, eux, passaient du côté sombre de l'histoire. Quoi. Ouais. Tu vois, c'était pas terrible. Parce qu'ils déprimaient, machin, et voilà. Mais moi, le fait d'avoir, si tu veux, cette seconde chance de type de vie, je vais le dire comme ça, ça peut que te faire réveiller en te disant « yes », tu vois, parce que... Évidemment. On y est. Donc voilà, c'est ce qui s'est mis dans mon caractère. Peut-être qu'il y avait, comme je te dis, il y avait peut-être les petites semences, hein. Mais en tout cas, il s'est vraiment développé à cause ou grâce à ça. Je ne sais pas comment il faut dire aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et dans ta vie personnelle, Yves, qu'est-ce que tu fais, à part être dirigeant de la RMD, qui prend déjà, à mon avis, beaucoup de place? Qu'est-ce que tu fais dans la vie privée? Qu'est-ce qui t'anime? Est-ce que tu as des hobbies? Est-ce qu'il y a encore des choses... Est-ce que tu as encore du temps pour faire autre chose? Oui, quand même, heureusement. Parce que mais quoique, c'est vrai que je ne regarde pas mes heures les week-ends par rapport au boulot. Il arrive fréquemment que tu te retapes 3-4 heures de travail pendant le week-end. Hein. Donc voilà, ça dépend un peu des périodes, ça dépend un peu des dossiers, mais voilà. Non, mais... Ou sinon, non, oui, je m'occupe... je ne vais pas dire que je fais énormément de choses. Je lis pas mal, je suis en famille, j'aime bien cuisiner, donc je cuisine pas mal et j'aime bien recevoir, donc voilà, il y a des amis qui viennent, on va chez des amis, ouais, ça dans tous les cas, ça dans tous les cas. Et donc voilà, je fais ça. Je fais un peu de sport, je fais un peu de natation, donc cool. Ça c'est... Non, je coule pas, hein, non. Non, je nage. Ah, tu coules. Tu nages, ouais. Et voilà, et j'ai une maison en France où de temps en temps je vais aussi passer du temps, du repos et profiter de l'environnement. Donc voilà. Cool. T'as des trucs assez classiques, hein, finalement. Les bonnes choses de la vie, finalement. Ouais. T'as des petits-enfants? Ouais, 2. Ouais, et ça t'amuse beaucoup? J'ai malheureusement pas autant de temps que ça pour pouvoir bien m'en occuper. Mon épouse s'en charge, en tout cas, elle est bien occupée avec ça. Mais ouais, c'est gai quand ils sont à la maison. C'est gai, ouais, tout à fait. T'aimes bien entendre ces bruits. Mais c'est surtout que, enfin, c'est un cliché ce que je veux dire, mais c'est vrai que, parce que tout le monde le raconte, mais en fait, tu as tout le bonheur des enfants sans avoir les problématiques. Voilà. Et tu peux les rendre à la fin de la journée. Tout à fait.
Et eux sont contents d'avoir des grands-parents qui, en fait, voilà, ne sont pas des autorités, en fait. Ce sont des plaisirs plutôt de la vie, donc c'est plutôt pas mal. Ça, c'est chouette. Est-ce que, bon, tu m'as parlé des personnalités, enfin en tout cas d'une personne qui t'a inspiré dans le monde de la publicité. J'imagine que c'est Anne Bataille. J'ai bien écouté. C'est l'une d'elles, en tout cas. L'une d'elles. Ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que tu aurais envie de mentionner ? Écoute, moi j'ai eu la chance de côtoyer vraiment des personnalités très fortes. Le peu de temps que j'ai passé chez IPB, tu avais quand même André Vanek à l'époque, qui était un grand patron de régie, il faut me le reconnaître. J'ai côtoyé Michel Goldlein, j'ai dit, et Anne Bataille, ça c'était quand même très fort. Pierre-Paul van der Zaan, qui était le CEO d'RMB, était une personnalité aussi. Il l'est toujours d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'inspire dans ces personnalités ? Mais c'est que, en fait, justement, ils sont inspirants. Évidemment, la dernière personnalité que je citerai, et pas la moindre, c'est Jean-Paul Philippot, qui est quand même un grand monsieur, qui est devenu un grand monsieur des médias, alors qu'il n'est pas du tout du sérail. Et donc, c'est que, justement, ces personnes sont inspirantes. C'est qu'elles apportent chaque fois un petit bout de ta construction à toi, en te disant « Ah ouais, mais ça, je trouve, la manière dont il a abordé le sujet, ou sa réflexion stratégique sur ça, je ne l'avais pas vu comme ça, mais c'est peut-être pas mal, tu vois. » Et donc, voilà, c'est ça que ça t'apporte, ça te construit, finalement. Ça te nourrit et ça te construit. Et finalement, tu n'as pas une tête brûlée, tu es quand même quelqu'un qui est fort à l'écoute, qui t'inspire des autres, qui prend, en fait, tu crées ton propre... J'ai toujours fait ça, et on va revenir à mon accident, mais c'est vrai qu'en ayant pris 10 ans de maturité en une petite année, j'ai vite compris qu'il fallait écouter les plus âgés, les plus anciens, les plus expérimentés, en tout cas, on va dire. Voilà, j'ai vite appris ça. Et parce qu'effectivement, pour vouloir faire, comme tu dis, la tête brûlée, dire « Ouais, mais non, mais c'est mon idée, je suis sûr que c'est ça », j'en vois quand même pas mal qui se cassent les dents autour de moi, jeunes et moins jeunes, hein, donc voilà. Et tu disais que tu as pris 10 ans de maturité en une année. Bon, je vais dire dans quelle mesure, mais bon, on se doute tous un petit peu, mais je voudrais avoir ton point de vue. Toi, qu'est-ce que... tu t'es dit, je peux plus faire la fête, c'est dans quelle mesure est-ce que tu as pris vraiment... Faire la fête ? Ouais, tu as continué à faire la fête. Oui, hein. Oui, hein. Mais cette année-là, tu t'es dit... je danse pas debout sur les tables, on est d'accord. On est d'accord. Tu restes assis. Tu danses comme ça. Je peux danser assis, oui. Je peux danser assis. Pas plus tard que samedi soir. Ah. Tout à fait. Mais non, mais je me suis dit, voilà, c'est tout ce que je peux faire, je le ferai et je le fais. C'est ça. Voilà, mais après, il y a les limites physiques, quoi, tu vois, mais ça ne m'a pas empêché de faire de la spéléologie, de faire du parapente, tu vois, je veux dire, j'ai été dans tous des trucs un peu extrêmes, un peu fous. J'ai fait du quad pendant 15 ans avec des copains dans des trucs pas possible. Oui, je me suis cassé des côtes. Enfin, voilà. Tu t'es encore cassé des choses après ? Oui, je me suis cassé pas mal de trucs après. Oui, mais évidemment. Mais non, mais ça, c'est encore une fois... et c'est pas une recherche d'être normal à tout prix. Hein, c'est pas un objectif en soi. Je sais bien que ça sera pas possible. Il n'y a pas une baguette magique qui va faire. Mais c'est simplement de continuer à vivre. Voilà, à vivre. Et dans l'intensité, c'est toujours mieux de vivre de temps en temps avec des moments intenses. Tout à fait. C'est ça. Mais non, mais mais merci en tout cas pour ta confiance et d'avoir partagé toute cette partie de ton histoire, de toi, ta construction, avec beaucoup de sincérité. Vraiment, ça me touche super fort. Et j'ai vraiment passé un super moment avec toi, mais c'est pas encore fini. J'ai encore quelques questions, mais je voulais te le dire. J'ai vraiment passé un super chouette moment. J'adore ta façon de raconter les choses. C'est vraiment hyper gai. Si tu pouvais déjeuner avec n'importe qui, mort ou vivant, tu irais déjeuner avec qui ? Mick Jagger. Ah Pas mal. Je suis un fan des Stones depuis très très longtemps. Donc ce mec, il a tellement d'humour, en même temps british, un charisme quand même. Ah oui. Voilà, voilà. Tu lui dirais quoi ? Je sais pas. Juste d'être avec lui. Mais je trouverais certainement quelque chose à dire ou à faire. Ouais. Je parlerais peut-être pas nécessairement que de musique, en fait. Non, voilà. Mais j'imagine. Voilà, pas nécessairement. Tu poserais des questions sur sa vie ? Ouais, je crois. Ouais, sur un peu sa spiritualité de vie.
parce qu'il a eu des cycles et tout ça. Donc, ce serait intéressant. C'est un mec qui doit être intéressant. Il y en a beaucoup, hein. Donc Oui, voilà. tout à fait. C'est un parmi tant d'autres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient particulièrement à cœur en ce moment? Ça peut être un projet, ça peut être quelque chose de... n'importe quoi. Dans la vie privée ou la vie professionnelle. Ça peut être une cause, ça peut être une idée qui te passionne, ça peut être un livre que tu lis actuellement qui t'inspire. Oui, enfin, c'est pas qu'aujourd'hui, c'est depuis pas mal d'années. C'est vrai que c'est peut-être lié effectivement à ma personnalité, mais c'est que Cap 48 pour moi est quelque chose quand même d'assez important. Encore une fois, c'est Jean-Paul Philippot en allant chercher les bonnes personnes, la personne de Renaud Toquer pour diriger Cap 48, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, c'était 48 80 00, ancien téléphone, Ouais. voilà, mais qu'il fallait complètement dépoussiérer, remettre en selle, redévelopper, redynamiser. Et ça, quand j'ai vu le projet tel qu'il allait devenir, tel qu'on voulait le reconstruire, je me suis dit, ça, c'est vraiment un truc formidable. Et étant moi-même... Personne à mobilité réduite. Voilà, tu vois, voilà. Je voulais quand même m'impliquer là-dedans, donc je me suis pas mal impliqué, et encore maintenant. Et quel est ton rôle au sein de Cap 48 ? J'ai pas un rôle officiel. J'ai été, en fait... Au début, quand ils ont relancé Cap 48, enfin, quand ils ont lancé Cap 48, ils voulaient absolument que la régie aille dans la poche des annonceurs prendre une partie Oui. des spots qui étaient diffusés, Oui. l'argent, etc., etc. Par expérience, je savais que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, j'ai expliqué à Renaud Toquer, le CEO de Cap 48, j'écoute Renaud, ça marche pas comme ça. Parce que l'argent qui va aux œuvres caritatives, il vient pas de l'argent du directeur marketing. C'est une autre enveloppe. Et donc, le directeur marketing, il va pas prendre le risque de diminuer son enveloppe pour la mettre dans une œuvre, ouais. Par contre, je pense qu'il faudrait lancer quelque chose qui n'existait pas à l'époque. On parle d'il y a aussi 22 ans. Enfin, qui existait très peu. C'est le business caritatif. C'est-à-dire que de charity business, comme on l'appelle. C'est-à-dire créer des choses pour les entreprises dans lesquelles, voilà, ils sont... C'est ça. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a lancé ensemble le gala Cap 48, le gala des entreprises, qui est en fait un gala comme n'importe on en quel connaît gala. maintenant Oui, aujourd'hui, mais, tu vois, oui. t'achètes cher et vilain une table, parce que l'argent Non, mais va à la cause. Évidemment. Tu fais des enchères, tu Oui. fais des tombolas, Il y a du beau monde, et tu fais on mange du bien, beau monde, oui. et tu fais un peu de spectacle, Et voilà. c'est très qualitatif, voilà, et les entreprises sont là et sortent un peu leur chéquier, et voilà. Exactement. Et donc voilà, ça c'est une cause mais c'est pas celle. Donc t'as pas un rôle très officiel, mais tu t'impliques très fort. J'essaye d'aider, et ne fût-ce que par le relationnel que je C'est peux ça. avoir, le réseau Oui. que j'ai quand même pu construire Oh, ta petite carrière. ma petite carrière, voilà. Et donc pour finir, bon, peut-être que tu vas me dire, écoute, j'ai pas de réponse et c'est tout à fait ok. Mais est-ce qu'il y a une question qu'on ne t'a jamais posée, pardon, et que tu aimerais qu'on te pose? Est-ce que tu es heureux, tu vois? Oui, mais c'est vrai. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureux, Yves? Ben, oui, je suis heureux. Non, mais tu pourrais. Tu es vraiment heureux? Ouais, je crois, ouais. Est-ce que ça a toujours été tout au long de ta vie? Non, il y a eu des périodes plus... Quel est si je peux me permettre de te poser la question, sans rentrer dans les détails, quel est le curseur qui joue énormément, du coup, avec ton niveau de bonheur dans la vie? Quel est l'élément? C'est la surface de ma liberté. Ah oui. Alors, je m'explique 2 minutes. Oui, mais, ça, je veux bien. ouais. C'est-à-dire que je suis pour ça un peu égoïste. J'aime bien avoir du plaisir, enfin me faire plaisir, et que ce soit professionnellement ou dans la vie privée, ou avec des amis, etc. Mais j'aime bien que ça me fasse plaisir et que je me fais plaisir. Donc voilà, quand on commence à
mettre, pour des raisons sociales, pour des raisons de travail ou pas, quand on commence à me mettre des carcans, ça devient compliqué. C'est plus compliqué pour moi dans ma tête. Mais c'est pas pour ça que je peux pas fonctionner avec, hein, mais c'est plus compliqué pour mon niveau de bonheur, si tu veux. Je disais être heureux, pour mon niveau de bonheur, c'est plus compliqué. Et donc aujourd'hui, tu as une liberté suffisamment grande pour être suffisamment heureux. Oui, c'est pas parce qu'on est CEO qu'on a toute la liberté, hein, mais voilà. Ça te plaît d'être CEO ? C'est pas simple. C'est pas simple. Honnêtement, c'est pas simple. Honnêtement, oui, ça me plaît, évidemment, ça me plaît, parce que ça donne quand même une certaine liberté décisionnelle. Donc, ce qui permet quand même de donner, je dirais, le cap ou la pas à direction, ton entreprise. Donc, c'est quand même relativement important. Mais pour gérer l'ensemble des matières qui sont sous un CEO, c'est-à-dire tout, ouais, punaise, c'est quand c'est même tout, chaud. c'est pas simple. Mais après, j'ai des très bonnes équipes, j'ai des gens formidables autour de moi, sur qui je peux vraiment m'appuyer en toute confiance, qui font le taf, qui sont des vrais pros. Ça, je vais dire, c'est relativement apaisant pour un CEO. Ouais. T'as besoin d'avoir le contrôle tout le temps ? Non. Non, t'as pas l'air comme ça. Non. Tu fais confiance. Je fais assez confiance, ouais. Je fais assez confiance, oui, non, je suis pas un contrôle fric. J'en ai d'autres dans ma boîte, donc ils le font pour moi, mais c'est très bien. Mais moi, à la base, juste ce qu'il faut, quoi. Ouais. Toi, pour dire, évidemment. Il ne faudrait pas que ça dérape un peu trop, les gars. Donc, ouais. Voilà, non. Ok. Pour terminer, est-ce que tu as un livre ou un podcast que tu as envie de nous conseiller ? Écoute, j'ai lu un dernier livre complètement déjanté, qui est de Raphaël Quenard. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Ah oui, mais bien sûr. C'est marrant que tu aies lu ça. Il a sorti son premier bouquin qui est Calamcé à Tataouine. Ah, c'est drôle. Lui, il me fait mourir de rire. Hein. Et écoute, c'est terriblement... Enfin, alors, l'histoire est sordide, totale, mais la manière dont c'est écrit et les mots qu'il utilise, les tournures de phrases, il est tout simplement parfait, quoi. Tu vois, il est parfait. Moi, il m'a diverti cet été, ça a duré 3 jours, parce que ça se lit vite en plus, mais une partie de cette fin d'été, il m'a diverti, j'ai lu ça. Eh ben, je ne m'attendais pas à ce que tu me cites cette ref-là, plutôt que tu me dises, je ne sais pas, moi... Malraux. Oui, un vieux truc, un vieux bazar. Ah non, Raphaël Quenard, il m'avait scotché. Je l'ai découvert sur Quotidien, enfin pas lui, mais le fait qu'il avait écrit son bouquin. Vu son... Ouais. J'avais vu sa promo mais à Quotidien. Mais regarde sa cinématographie, hein. C'est quelque chose. Ce film, c'est... Je connaissais le bonhomme, tu vois, mais tu te dis, voilà. Il a un côté déjanté que j'aime bien, en fait. Ouais, moi aussi, j'adore. Voilà. Écoute, ça nous fait un point commun. Et la dernière chose, j'ai envie de te demander... C'est 3 fois la dernière chose. Mais je sais, mais franchement, ça pourrait durer encore 1 heure. J'ai vraiment passé un super moment. J'ai adoré enregistrer, encapsuler ton histoire. Mais là, je te promets, c'est la dernière. Est-ce que tu es plutôt connect, dare ou grow ? C'est les références de Space, hein ? Oui, c'est nos valeurs. Moi, j'aime bien le dare. Dare. Mais tu es... T'as dû dare dans ta vie. Avec le dare, tu connectes, et avec le dare, tu peux grow. Oui, tout à fait. Mais un énorme grand merci, Yves. Avec plaisir. Ça me fait plaisir de discuter comme ça. Ah, ben cool. Et de se livrer de temps en temps, tu vois, complètement. Donc voilà. Ah oui, là, c'est pour le coup, on a tout lâché. Hein. Merci beaucoup, à bientôt. Avec plaisir, à bientôt, merci Axel. C'est déjà la fin de cet épisode de Conversation. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, à vous abonner et à noter le podcast en y mettant 5 étoiles par exemple sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de faire grandir le podcast. Bref, faites tout ce qui fait vibrer l'algorithme. Conversation, le podcast qui connecte le monde du média en toute décontraction.